Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les ambitions politiques du président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan en vue de la présidentielle ivoirienne de 2025. Celui qui est désormais le rival de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo envisage une possible candidature. L'ancien Premier ministre ivoirien est avec nous pour en parler. La réaction de la coalition des patriotes pour le changement en Centrafrique après le cessez-le-feu unilatéral immédiat décrété par le président Faustin Archange Touadéra le 15 octobre. Un engagement qui aurait déjà été violé par les forces loyalistes selon la coalition rebelle. Et puis le lancement de l'opération Coup de poing au Congo en vue d'accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus. Objectif des autorités, vacciner au moins 750 000 personnes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Mekele, capitale de la région du Tigré en Éthiopie, de nouveau touchée par une attaque aérienne. L'incident s'est produit ce mercredi, soit 2 jours seulement après les frappes de ce 18 octobre. Le chef du service de communication du gouvernement Légué Toulou a indiqué que ce sont des installations transformées en centre de fabrication d'armes par les rebelles du TPLF qui étaient visés. Pour l'heure, le bilan humain n'est pas encore connu. Rappelons que les bombardements de ce lundi ont causé la mort d'au moins 3 personnes, selon une source hospitalière. Si la présidentielle de 2025 semble encore loin en Côte d'Ivoire, certains ténors de la scène politique affichent déjà leurs ambitions. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, pourrait présenter sa candidature à la magistrature suprême. L'ancien Premier ministre se prépare d'ailleurs à tenir le congrès extraordinaire de son parti le 13 novembre prochain. Plus de précisions avec Victoria Sedji. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a annoncé ce lundi 18 octobre qu'il sera candidat à la candidature du FPI pour l'élection présidentielle ivoirienne de 2025. Sa candidature s'annonce au lendemain du congrès constitutif du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, la nouvelle formation politique de son ex-mentor, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui en est le président après avoir abandonné son ancien parti, le Front populaire ivoirien, aux mains de Pascal Affi-N'Guessan. Je serai candidat à la candidature et si mes camarades continuent de me faire confiance, certainement que je représenterai le parti à l'élection présidentielle. Nous restons dans la dynamique du Front populaire ivoirien, dans la vision du Front populaire ivoirien, et puis nous préparons notre candidature pour présenter aux Ivoiriens un projet politique, celui que nous avons d'ailleurs élaboré en 2020, mais que nous n'avons pas pu présenter compte tenu du contexte. Pascal Affi-N'Guessan prépare donc le congrès du FPI qu'il a annoncé pour le 13 novembre 2021. Un congrès de remobilisation des militants et de redéfinition de l'identité idéologique du Front populaire ivoirien et de ses valeurs. Le parti qui est désormais profondément divisé fera en sorte qu'il soit bien implanté pour préparer l'échéance de 2025, a-t-il soutenu. Avec son ex-mentor Laurent Gbagbo, la rupture est consommée. La page d'une tentative d'unité désormais tournée, a-t-il fait savoir. Dans cette configuration, donc, Pascal Affi-N'Guessan et Laurent Gbagbo deviennent des rivaux, c'est l'ironie de l'histoire. Et Pascal Affi-N'Guessan a l'avantage d'être issu d'une nouvelle génération, pendant que, même si lui aussi court vers les 70 ans, il est en tout cas dans la soixantaine. Et donc, il a cet avantage. Mais je pense que ce sera difficile pour lui de contrecarrer la popularité, la légitimité historique, la carrure de Laurent Gbagbo. Il ne faut pas être dupe sur ce sujet-là. Ministre et chef du gouvernement sous le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan jouait un rôle crucial au FPI, 3 fois candidat à la présidentielle ivoirienne. Sous la bannière du FPI, dont il tient les rênes après une décision de justice rendue en 2014, il est arrivé 2e à la présidentielle de 2015 avec 9,2% des voix. Lors de la dernière présidentielle de 2020, sa candidature avait été recalée. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président du Front populaire ivoirien. Bonsoir, monsieur Pascal Affi-N'Guessan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir.
Monsieur Afin Guessan, vous envisagez une possible candidature pour la présidentielle de 2025, même si l'échéance est encore loin. Pensez-vous que vous pourriez affronter l'ancien président Laurent Gbagbo qui joue un peu la carte de l'ambiguïté? Mais un candidat affronte nécessairement tous les autres candidats présents à l'échéance. Donc, je ne sais pas si M. Laurent Gbagbo sera candidat. Mais je suppose qu'il ne sera pas le seul candidat. Il y aura certainement un candidat du RHDP, du PDCI, peut-être même des candidats indépendants. Donc, tous ces candidats vont s'affronter. Et ce sont les Ivoiriens qui décident. Ces candidats vont se présenter devant leurs compatriotes avec des projets politiques, avec l'expérience de chacun d'entre eux, l'histoire que chacun d'entre eux a avec la Côte d'Ivoire, et puis les Ivoiriens choisiront. Et donc, moi, je ne revendique pas une rivalité avec un quelconque candidat, parce que ce n'est pas ça mon ambition. Mon ambition, c'est de conduire le Front populaire ivoirien au pouvoir. C'est présenter aux Ivoiriens une offre politique qui peut les rassembler. Alors, l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, a lancé sa nouvelle formation politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, un nouveau mouvement qui concrétise son divorce avec le FPI. Vous avez récemment déclaré lors d'une interview que vous ne comprenez pas la logique de cette séparation. Pourquoi? Non, parce que ce qui me paraît logique, cohérent et progressiste, c'était l'unité du parti. Et puisque, en définitive, je ne vois pas les arguments qui fondent cette attitude, sinon certainement une volonté de diriger un parti politique, comme il a dit lui-même. Donc, on pouvait se passer de cela. Mais cela dit, il faut l'assumer, parce que cela aussi fait partie de la vie des organisations, d'être ensemble pendant un bon moment, et puis de se séparer si manifestement il y a des raisons objectives pour que la séparation permette à chacun de faire son chemin. C'est une déchirure que vous ne comprenez pas. Oui, mais enfin, dans une certaine mesure, quand je dis je ne comprends pas, je veux dire qu'on aurait pu faire l'économie de cela. Mais nous prenons acte. Nous prenons acte et nous l'assumons avec responsabilité parce que cela fait partie de la vie politique aussi. Et nous considérons même que c'est une très bonne chose de pouvoir se séparer si l'on ne peut pas rester ensemble. Alors vous dites que c'est une très bonne chose, mais est-ce que avec la création de ce nouveau parti, ne craignez-vous pas que le FPI perde son poids politique dans la mesure où son fondateur est parti? Mais ce sont les élections qui le détermineront. Mais ce que je note, c'est que ce départ n'a pas ébranlé outre mesure le parti. Nous sommes restés soudés. C'est vrai qu'il y aura nécessairement quelques camarades qui vont continuer à marcher avec le président Gbagbo, mais le Front populaire ivoirien reste le Front populaire ivoirien avec son programme, son idéologie, ses valeurs, et la grande majorité des militants sont dans ce parti à cause de cet idéal et ils continuent de rester dans le parti et je suis persuadé qu'ils vont continuer à lutter pour faire prospérer ces valeurs-là et conduire le parti à la victoire. Donc pour vous, son départ, c'est une espèce de renouveau peut-être pour le FPI, une renaissance? Évidemment, évidemment. Vous savez bien qu'un organisme grandit souvent aussi en se débarrassant d'un certain nombre d'éléments qui l'handicapent. C'est comme un arbre qui pousse en perdant des branches, mais c'est parce qu'il perd des branches qu'il grandit. Le parti politique, c'est la même chose. S'il y a des éléments qui manifestement constituent des éléments de blocage, qui empêchent ce parti de grandir, de s'affirmer, de rayonner, il vaut mieux qu'il les perde de manière à pouvoir se régénérer. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce travail de régénération, de restauration, de revitalisation que nous allons entamer avec le congrès du 13 novembre prochain. Justement, à propos de ce congrès, quels seront les principaux enjeux? Mais l'enjeu, c'est véritablement la reconquête du pouvoir en 2025. Et donc, la remobilisation des troupes, la réaffirmation de notre engagement dans le Front populaire ivoirien autour des valeurs du Front populaire ivoirien. Ce sera aussi une occasion de nous compter, une occasion d'afficher devant l'opinion nationale et internationale l'identité réelle, objective, attrayante du Front populaire ivoirien, de manière à ce que les Ivoiriens nous fassent confiance, qu'ils sachent que nous avons des valeurs profondes pour la paix, pour la réconciliation nationale, pour la restauration politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire, qu'ils peuvent nous faire confiance parce que nous sommes déterminés à nous battre pour la survie de la Côte d'Ivoire et pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire.
Sur la réconciliation nationale, justement, en 2013, vous avez proposé d'organiser les États généraux de la République. 8 ans plus tard, où en est ce projet ? Mais vous savez, nous ne sommes pas au pouvoir. Nous sommes une force de proposition, mais il appartient à ceux qui sont au pouvoir de mettre en œuvre les idées. Et à ce jour, cette proposition n'a pas encore reçu l'assentiment des autorités au pouvoir. Nous notons que quelques actes de décrispation sont posés, mais il est évident que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire l'économie d'un grand dialogue national inclusif qui implique l'ensemble des fils et des filles de ce pays sur les questions fondamentales qui sont à la base des divergences, des affrontements que nous avons connus et sur la définition d'un nouveau contrat social, sur comment organiser le vivre ensemble, comment faire fonctionner les institutions, comment repartir équitablement les richesses nationales, comment faire en sorte que personne en Côte d'Ivoire ne se sente exclu. Ce dialogue-là, cet exercice, nous devons à un moment ou à un autre l'assumer et c'est ce que nous appelons les États généraux de la République. Et quel que soit le niveau d'avancement de ce projet, si demain les Ivoiriens nous font confiance, nous le remettrons à jour parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire passe par là. Merci Pascal Afine-Guesson d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Front populaire ivoirien. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité également, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Nigeria et la Turquie. Les deux pays ont scellé au total 7 accords. Parmi les secteurs concernés, celui de la métallurgie, des finances, de l'énergie ou encore de la défense. Ces partenariats ont été signés à l'occasion de la visite du président Recep Tayyip Erdogan à Abuja. En tournée africaine depuis le 17 octobre, le chef de l'État turc a été reçu ce mercredi par le président Muhammadu Buhari. La veille, il était en visite au Togo. Il s'est entretenu avec son homologue Faure Gnassingbé, mais aussi avec les dirigeants du Burkina Faso et du Libéria, Roch-Marc Christian Kaboré et Georges Weah. La 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative s'est ouverte ce 20 octobre dans la commune de Cocody en Côte d'Ivoire. Un événement placé cette année sous le thème Ville, territoire durable et démocratie participative. Pendant 2 jours, plusieurs points seront abordés, parmi lesquels développement économique local ou encore environnement et participation. Reportage de notre correspondant Ange Bijounomegno. Les défis démographiques des villes d'Afrique subsaharienne sont énormes, notamment sur le plan climatique. Ces dernières années, la consommation énergétique des villes africaines est en forte croissance, avec de forts impacts sur le changement climatique. Une problématique inquiétante pour l'avenir des écosystèmes, d'où l'inquiétude des maires des villes africaines réunies à Abidjan. Plus que jamais, ces administrateurs communaux conjuguent les efforts pour la réduction des dégâts climatiques sur les villes afin de favoriser l'essor des communes durables, participatives et citoyennes dans la gestion des problématiques environnementales. Ce qu'on demande aux gens, c'est de tout ce que vous allez utiliser comme ressources, il faut faire en sorte qu'il en reste pour que les générations futures puissent elles aussi en utiliser. Voilà, schématiser de quoi il s'agit. Quand vous l'appliquez à la ville, vous avez dit qu'il faut faire en sorte que votre ville ne pollue pas, ne tue pas, que la ville ne s'étende pas indéfiniment, etc., etc. Selon les experts, la consommation énergétique des zones urbaines de l'Afrique subsaharienne est aujourd'hui responsable de 64 à 74% des émissions de CO2 de la région. L'occasion des assises de l'Observatoire international de démocratie participative vise à éveiller les consciences africaines sur la préservation de la biodiversité, la gestion des déchets et l'assainissement des villes. L'objectif est d'offrir aux villes africaines un environnement écologique sain. C'est l'environnement, l'amélioration de notre environnement, l'amélioration de nos habitats, l'amélioration et la fluidité routière et aussi pouvoir gérer les prochaines fois toutes ces crises, par exemple la pandémie du coronavirus qui nous est tombée dessus depuis 2020, comment nous allons gérer les crises pour le temps futur. Voilà. Selon les experts, l'enjeu et les conditions d'implantation d'une véritable démocratie participative des villes africaines sera possible par l'implication des populations dans la gestion de leur collectivité. Un changement positif attendu pour la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies.
C'était le 15 octobre dernier. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété un cessez-le-feu unilatéral immédiat ainsi que la fin des opérations militaires et de toute action armée sur l'ensemble du territoire national. Un cessez-le-feu qui cependant aurait déjà été violé par les forces loyalistes, estime la coalition des patriotes pour le changement dans un communiqué publié ce lundi. Philomène Tine. En Centrafrique, le cessez-le-feu serait-il menacé? Lundi 17 octobre, la coalition des patriotes pour le changement, CPC, mouvement armé rebelle, a accusé les forces loyalistes d'avoir violé le cessez-le-feu unilatéral immédiat décrété par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra le 15 octobre 2021. À l'annonce de cette décision, la coalition rebelle n'avait même pas précisé si elle s'engageait ou non à le respecter. Les accusations mutuelles par voie de presse entre le pouvoir et les rebelles, et surtout le regain de violence dans certaines localités du pays, font aujourd'hui que les observateurs peuvent douter de l'applicabilité effective sur le terrain du cessez-le-feu décrété unilatéralement par le président Archange Touadéra. Il faut dire que face à cette situation, la communauté internationale, qui bien sûr a encouragé le pouvoir de Bangui par rapport à ce cessez-le-feu, devrait s'impliquer d'une manière plus importante afin d'encourager les différentes parties d'aller effectivement dans l'application de cette paix et surtout de faire en sorte que les civils soient épargnés par rapport aux violences qui sont constatées aujourd'hui. La coalition rebelle a indiqué que selon des sources locales et sécuritaires, certaines localités auraient été attaquées et pillées par les forces russes samedi 16 octobre. Par ailleurs, depuis fin février 2021, suite aux différentes opérations militaires, les forces loyalistes avaient été notamment accusées de nombreuses arrestations arbitraires, de viols collectifs, de pillages, saccages et occupations de bâtiments publics, entre autres, dont une partie imputée aux rebelles de la CPC. La communauté internationale a un rôle très important à jouer. Désormais, les acteurs centrafricains ne peuvent plus rester entre eux. La CIRGL ainsi que l'ONU, sans doute aussi l'Union africaine, devraient normalement s'impliquer d'une manière effective afin que ce cessez-le-feu soit constaté sur le terrain et non pas, je dirais, violé tel qu'on peut le constater aujourd'hui. Si les observateurs doutent encore de l'applicabilité du cessez-le-feu sur le terrain, la communauté internationale estime que la décision du président Archange Touadéra est l'aboutissement d'un long processus diplomatique. Le chef de l'État centrafricain avait émis sa volonté de privilégier le dialogue dans le règlement de la crise qui secoue le pays en décrétant un cessez-le-feu unilatéral immédiat. Intensifier la lutte contre la propagation du coronavirus, tel était l'enjeu de l'opération Coup de poing lancée ce 18 octobre par le Premier ministre Anatole Koline-Makosso au Congo. Avec cette opération qui doit durer 45 jours, les autorités ambitionnent de vacciner au moins 750 000 personnes. Roberto Bogbe. Une opération Coup de poing repartie en 7 étapes ou mieux encore, 7 urgences dont la première est la vaccination. Le Premier ministre du Congo veut agir efficacement pour accélérer la cadence dans ce pays où les statistiques ne sont pas importantes en matière de vaccination, les populations étant réticentes. Officiellement, seulement 4,3% de Congolais sont vaccinés contre le Covid-19. Il est envisagé de vacciner au moins 750 000 personnes au cours de l'opération Coup de poing, ce qui va nous permettre d'atteindre un total de 1 029 089 personnes vaccinées, soit une couverture vaccinale de plus de 20% et espérer atteindre au moins 30% à la fin de l'année, puis 60% à la fin du premier semestre 2022. Le 18 octobre, le Premier ministre a officiellement annoncé l'apparition de la 3e vague de la pandémie de Covid-19 en République du Congo, avec Brazzaville comme épicentre. Une autre articulation de l'opération Coup de poing, le renforcement et le contrôle du respect des mesures barrières, devrait contenir sa propagation selon le chef du gouvernement. Une lutte dont l'efficacité dépend elle aussi de l'adhésion. Nous devons faire comprendre à nos compatriotes l'importance de la vaccination parce que le vaccin n'a aucun effet secondaire qui pourrait aboutir à des choses fâcheuses, puisque nos compatriotes se plaignent des restrictions qui ont été imposées, qui sont liées à la Covid. Le meilleur moyen d'en sortir, c'est tout simplement d'aller à la vaccination, parce que la vaccination va permettre que tous ceux qui le seront, d'abord ne développeront plus jamais de forme grave de cette pandémie épouvantable, et en plus nous permettront de retrouver la vie normale. À ce jour,
Le Congo a enregistré près de 16 000 cas confirmés de Covid, dont 231 décès recensés en milieu hospitalier. Le gouvernement s'est engagé à augmenter la capacité de diagnostic de 1000 à 3000 tests par jour afin d'endiguer la pandémie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.